Salut, je m'appelle Anne. Je pensais que la famille, c'était un foyer, la sécurité, l'amour. Mais pour mes 30 ans, mes parents m'ont offert une valise pleine et une expulsion silencieuse, pas de « merci », pas des « au revoir », juste un ordre glacial, tu es trop vieux pour vivre à titre onéreux. Je payais leurs factures. Je couvrais leurs dettes. Je maintenais leurs lumières allumées. Et pourtant, j'étais toujours disponible. Mais le pire, ce n'était pas d'être expulsé, c'était de réaliser que j'avais été utilisé pendant des années, sans même m'y attendre. Et quand j'ai enfin réussi à me défendre, ils ont essayé de me détruire. Avant de commencer, à quelle heure écoutez-vous cet article et où êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous, nous aimerions aussi connaître votre histoire. Car il y a des tempêtes auxquelles on ne survit pas, on les surmonte. Je me suis engagé dans l'allée fissurée, le soleil plongeant déjà à l'horizon, plongeant la petite ville de Ridgeway, dans l'Ohio, dans un crépuscule bleu intense. L'air portait cette pointe d'automne précoce, où le froid s'infiltre sous le col de la veste et vous replie sur vous-même. J'ai tendu la main par-dessus le siège passager pour attraper la petite boîte à gâteaux, la seule chose que j'avais pris la peine de m'acheter aujourd'hui. 20 $, glaçage à la vanille, joyeux anniversaire, écrit de travers en glaçage rouge, parce que je n'avais pas voulu corriger l'adolescent fatigué derrière le comptoir. En entrant, la maison me parut étrange. Je ne m'attendais pas à une fête surprise ni même à une carte sans conviction, j'avais appris il y a des années que mes parents, Cullen et Vera, avaient depuis longtemps renoncé à célébrer quoi que ce soit pour moi. Pourtant, un silence stérile flottait dans l'air ce soir-là, plus épais que d'habitude. Les lumières de la cuisine bourdonnaient au-dessus de ma tête, baignant tout d'une lueur pâle et impitoyable. Le dîner était déjà servi, pain de viande, haricots verts en conserve et purée de pommes de terre en boîte. Je n'avais même pas encore enlevé mon manteau que Cullen aboya depuis son siège en bout de table, « Tu es en retard ». Je posai le gâteau sans bruit sur le comptoir, le sac froissant plus fort que prévu. J'ai travaillé tard. J'ai dû finir des rapports, dis-je d'une voix neutre, posée, sans aucune excuse. Vera ne dit pas un mot, se contentant de jouer avec sa fourchette, sans lever les yeux. Cullen grogna, se versant encore un centimètre de whisky dans son verre ébréché. J'accrochai mon manteau au porte-manteau et m'assis, sentant la tension monter en toile d'araignée à travers la pièce. Le dîner commença, couteau raclant les assiettes, verres s'entrechoquant, tout forcé de temps à autre. Pas de « joyeux anniversaire », pas de remerciements, juste le rythme mécanique de la mastication et de la déglutition. J'ai levé ma fourchette, poussant un triste tas de pommes de terre autour de mon assiette. J'aurais dû me douter que quelque chose allait arriver ou que Cullen n'était pas du genre à mijoter tranquillement. À mi-assiette, il abattit sa fourchette si violemment que Vera sursauta. Le bruit me parcourut l'échine. Il se pencha en arrière, me fixant comme s'il voyait quelque chose de pourri. « Tu es trop vieux pour être un parasite », sa voix était froide, répétée. « Il est temps que tu partes. » Pendant une seconde, les mots flottèrent dans l'air, irréels. Je clignai des yeux, puis je jetai un coup d'œil à Vera, espérant une contradiction, un signe qu'il s'agissait d'une diatribe ivre. Elle garda les yeux baissés, les lèvres si serrées qu'elles semblaient exsangues. « Je paie la facture d'Internet », dis-je prudemment. L'électricité, la moitié du crédit immobilier, les courses. Ma voix ne s'éleva pas. Elle ne se brisa pas, juste des faits exposés sur la table entre nous. Cullen rit à un aboiement bref et sec qui fit l'effet d'une gifle. Payer quelques factures ne vous achète pas toute la vie, princesse. Princesse, c'était le surnom qu'il utilisait quand j'étais petite, il grimpait sur ses genoux avec les genoux écorchés et les couettes de travers. Maintenant, c'était déformé, transformé en arme. J'ai ravalé ce qui me frappait la poitrine. Ce n'était pas une explosion spontanée, c'était planifié, prémédité. Ils avaient attendu aujourd'hui de tous les jours pour porter le coup. Mon anniversaire n'était pas une fête, c'était une échéance. J'ai repoussé mon assiette, le pain de viande, le gâteau dans le sac, le poids dans la pièce, tout cela restait dans mon estomac comme une brique. Je me suis levé lentement, sentant leurs yeux me suivre, m'attendant à une scène, peut-être des larmes, implorant une démonstration pathétique qui justifierait leur cruauté. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, un seul instant, brusquement, définitivement. Compris, dis-je. Cullen esquissa un sourire narquois, comme s'il avait marqué un point invisible. Vera garda la tête basse, la honte lui montant aux épaules, mais pas assez pour la faire parler, pas assez pour m'empêcher de devenir un objet jetable.
Je me dirigeai vers l'escalier et m'arrêtai brièvement près du comptoir où le gâteau reposait encore dans son sac. La poignée en plastique s'était dilatée sous le poids, s'enfonçant dans la mousse souple de la boîte. Il manquait une bougie, un petit objet stupide probablement bousculé dans la voiture, mais symbolique quand même, une bougie manquante, une personne manquante, une famille disparue. Je montai l'escalier avec le gâteau sans me retourner, chaque pas craquait sous mes pieds, fort et accusateur. Je fermai la porte de ma chambre et m'y adossai, laissant le bruit sourd résonner dans ma poitrine. Cette maison n'avait jamais été à moi ou peut-être ne l'avait-elle jamais été. Je suis resté assise sur le lit un long moment, à contempler les sacs que j'avais trop peur de finir ces dernières semaines. Une partie de moi savait que cela arriverait peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas aussi cruellement mais un jour. Je pensais avoir le temps. Je pensais pouvoir arranger les choses en continuant à aider. J'ai enlevé ma veste et les plié soigneusement sur la valise. Mes mains étaient fermes, mécaniques non pas parce que je n'étais pas blessé, mais parce que j'avais fini. Alors que je me déplaçais dans la pièce pour rassembler l'essentiel, mon esprit a commencé à gérer la logistique comme sur des roulettes, annuler le paiement automatique des services publics, transférer mes chèques sur mon propre compte, pas celui commun que ma mère insistait pour que je garde, pour les urgences, trouver un espace de stockage jusqu'à ce que je trouve le reste. Ils ne m'ont pas simplement mis dehors ce soir, ils ont perdu tout ce que j'avais donné sans rien demander en retour. De l'extérieur de ma fenêtre, le vent s'est levé, faisant trembler les dernières feuilles tenaces des érables qui bordaient la rue. Un autre rappel que l'hiver arrivait vite et que je ne serais pas là quand il frapperait. En fermant ma valise, je me suis aperçu dans le miroir, les mêmes cheveux bruns tirés en chignon lâche, les mêmes yeux verts fatigués, mais quelque chose avait changé. Une limite avait été franchie, une limite que je ne pouvais pas défaire, même si je le voulais. Je retournai au lit et m'assis lourdement. Le gâteau était maintenant sur ma table de nuit, ridiculement petit. Je n'avais même pas pensé à acheter des bougies même si personne n'aurait été là pour chanter. L'odeur du glaçage bon marché emplissait la pièce, d'une douceur écœurante. Je fixai la boîte, la trace de glaçage solitaire visible à travers la fenêtre en plastique. Puis, sans réfléchir, je la repoussai de la table de nuit. Elle tomba avec un bruit sourd, le gâteau et le carton s'écrasant sur la moquette usée. Joyeux anniversaire a éclaboussé sur des fibres beiges comme un espoir enfantin, maculé et brisé. Assise au bord de mon lit, le silence me serrait comme une seconde peau. Ma valise était à moitié pleine, grande ouverte, comme pour se moquer de mon indécision. Dehors, le vent soufflait contre les vieilles fenêtres, faisant vibrer des plaies que personne n'avait pris la peine de soigner. La maison entière semblait dépérir sous le poids de son propre abandon. Et soudain, je la vis telle qu'elle était vraiment, non pas un foyer, mais un endroit où j'avais été toléré jusqu'à ce que je ne sois plus nécessaire. Mon regard s'est reporté sur le gâteau froissé sur le tapis, un espoir enfantin, un glaçage brisé, un rappel que même lorsque vous essayez de vous célébrer, vous ne pouvez pas échapper aux gens qui refusent de le remarquer. Je détournai les yeux et fixai la valise gris terne, dont la poignée usée était lisse après des années d'utilisation. À l'intérieur, il n'y avait pas que des vêtements qui pesaient lourd, c'étaient des années passées à masquer leurs défauts, à rafistoler leurs morceaux cassés, tandis que les miens pourrissaient. Les souvenirs ont déferlé comme une marée amère. Je me suis souvenu de la fois où Cullen s'était cassé une dent lors d'une cuite. Je n'avais pas les moyens de me faire opérer avec les avis de prêt qui s'accumulaient, alors j'ai puisé dans mes économies, le fonds que j'avais discrètement constitué pour mon propre appartement, et j'ai payé comptant. Pas de « merci », pas de remerciement, juste un grognement quand il est rentré, bavant et jurant. Où les pneus d'hiver de Vera, complètement dégarnis, ont dérapé. Elle m'a appelé, paniqué, bloqué en dehors de la ville. J'ai séché le travail, acheté de nouveaux pneus et même payé le remorquage. Elle m'a tapoté la main une fois en disant « Tu es une bonne fille », avant de me tendre la facture de réparation qu'elle attendait de moi. Quand le toit a commencé à fuir au printemps dernier, c'est moi qui étais sur l'échelle, en train de marteler les bardeaux sous une pluie battante. Cullen, assis à l'intérieur avec une bière, criait à propos des entrepreneurs peu fiables, tandis que sa fille, qu'il traitait de profiteuse, sauvait la maison de l'effondrement. Rien de tout cela n'avait d'importance. Rien de tout cela ne m'a valu une place à leur table ce soir. J'ai pressé mes yeux du talon jusqu'à ce que des éclairs de lumière étincellent derrière mes paupières. La tristesse était toujours là, mais plus froide, se calcifiant en quelque chose de plus dur à briser. Le plancher craquait tandis que je me levais pour attraper mon téléphone sur la table de nuit. Mes pieds me portaient en bas, chaque pas doux, par habitude. Dans le salon, la lumière de la télévision peignait mes parents d'une étrange lumière bleue.
Cullen était allongé dans son fauteuil, une bière à la main. Vera était perchée sur le canapé, silencieuse, tous deux inconscients de la tempête que je transportais dans ma valise. J'ai pris une grande inspiration, emplissant mes poumons de l'air vicié de cette maison délabrée. Puis, avec une résolution silencieuse, j'ai commencé à marcher vers la porte vers l'inconnu mais loin de tout ce qui m'apprenait que j'étais jetable. Où que j'aille, je vous promets de trouver un endroit qui connaît ma valeur non pas en facture payée ou en corvées accomplies, mais simplement parce que j'y trouve ma place. Et à tous ceux qui m'écoutent, quelle heure est-il chez vous et comment avez-vous surmonté votre tempête? Dites-le moi. Je vous regarde depuis Ridgeway, dans l'Ohio. Je m'assis, raide, au bord du canapé, le regard vitreux et distant. Ils avaient l'air bien, comme si de rien n'était, comme si ce soir n'était qu'un mercredi comme les autres où ils se fourraient dans la nourriture en faisant semblant que le monde leur devait quelque chose. Je restais là, à attendre. Peut-être qu'une part de moi espérait encore bêtement accrocher à cette idée ou que Vera jetterait un coup d'œil, que Cullen dessoulerait et se souviendrait de qui avait laissé les lumières allumées quand les chèques étaient sans provision. Mais l'espoir est une chose dangereuse, et ce soir, il était mort. Cullen m'a remarqué en premier. Il a esquissé un rictus méprisant tandis qu'il levait nonchalamment sa canette de bière. « N'oublie pas d'éteindre les lumières en partant », a-t-il marmonné. « Tu ne les paieras plus. » Les mots me frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Ils ne me mettaient pas simplement dehors, ils effaçaient chaque sacrifice, chaque dette non exprimée. Je ne répondis pas. Je ne criais pas, ne pleurais pas, ne suppliais pas. Au lieu de cela, je laissais le silence engloutir la dernière part de moi qui avait jamais eu besoin de leur approbation. Je me retournai et montai les escaliers, chaque pas plus lentement que le précédent, le poids dans ma poitrine plus lourd que n'importe quelle valise. Arrivé à ma chambre, je refermai doucement la porte, appuyant ma paume contre le bois, comme pour isoler cette part de moi qui avait cru autrefois que le sang était synonyme de loyauté. Pendant une longue minute, je suis resté planté là, respirant l'odeur de moisi de la vieille moquette et les souvenirs éculés. Puis, d'une main ferme, j'ai sorti mon ordinateur portable de sous le lit et l'ai posé sur la table de chevet. S'ils pensaient pouvoir me jeter et continuer à vivre des miettes que j'avais laissées derrière eux, ils allaient bientôt apprendre le contraire. J'ouvris l'ordinateur portable. L'écran baignait la pièce d'une douce lumière stérile. Mes doigts se déplacèrent rapidement, instinctifs après des années de paiement de factures et de virements en ligne. Un par un, je consultais les comptes, électricité, eau, gaz, tous à mon nom. Je survolai le bouton d'annulation du portail des services publics, mon doigt tremblant une seule fois avant d'appuyer fermement. Facture d'électricité disparue. Facture d'eau disparue. Facture de gaz disparue. Chaque clic me donnait l'impression de couper un lien invisible qui me retenait dans cette maison, où l'amour se mesurait en commodité et la trahison en silence. Puis vint le compte bancaire que ma mère insistait pour que nous gardions commun, pour les urgences. J'ai transféré le reste de mes fonds sur un compte privé que j'avais ouvert des mois auparavant, à l'époque où une petite voix intérieure me prévenait que ce jour viendrait. Transfert terminé. Ensuite, les comptes câbles et Internet, des services qu'ils utilisaient quotidiennement, sans réfléchir, sans se rendre compte que mes salaires finançaient leur marathon de visionnage et leur défilement incessant. Annulé. 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 Chaque clic était une petite récupération de pouvoir qu'ils pensaient que je n'avais pas. Je me suis arrêté un instant sur l'assurance auto du pick-up de Cullen et de la Camry cabossée de Vera, tous deux couverts par mon plan pour leur faire économiser quelques centaines de dollars par mois. J'entendais presque la douce voix collante de Vera de l'année dernière, « Tu es tellement doué avec l'argent, ma puce. » C'est tout à fait logique. Bien sûr que oui pour eux, murmurai-je, et je cliquai retirer le véhicule sur chaque politique. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une satisfaction morose. Une fois le dernier compte coupé, je refermai l'ordinateur portable d'un claquement sec. Le silence dans la pièce semblait différent, plus léger, plus dur. Il ne s'agissait plus de vengeance ou de colère. C'était une question d'équilibre. Ils voulaient ma disparition ? D'accord. Mais ils allaient enfin ressentir ce que signifiait perdre la fille qui maintenait leur monde fragile d'un fil invisible. En bas, la télé diffusait un rire digne d'une sitcom qui résonnait dans l'escalier. Je me demandais combien de temps il faudrait avant que les lumières s'éteignent, que le chauffage crache son dernier souffle, que la réalité s'insinue dans leur bulle moralisatrice. Je n'allais pas m'attarder pour le savoir. Demain, je serais parti. Ce soir, j'ai commencé à retirer les premières briques des fondations qu'ils avaient si négligemment construites sur mon dos.
La luminosité de l'écran de l'ordinateur s'estompa légèrement tandis que je m'adossais, les doigts posés sur le clavier. Il était presque minuit, et la maison était plongée dans un silence paisible et trompeur. Sous ma fenêtre, les chênes bruissaient doucement dans le vent de fin d'automne, transportant le parfum délicat des feuilles sèches et les premiers murmures de l'hiver. Pendant un instant, je suis resté immobile, sentant la douleur m'envahir. Je n'étais pas seulement fatigué par le poids de la journée, j'étais épuisé par des années de responsabilité jamais reconnues. Mais l'épuisement était un luxe que je ne pouvais pas me permettre ce soir. J'ai fait craquer mes articulations doucement, j'ai expiré et je me suis concentré. D'abord, la facture d'électricité. J'étais le principal débiteur depuis que papa avait oublié de payer un hiver et que nous étions restés 2 jours sans chauffage. Mon mot de passe s'est glissé sans difficulté dans l'écran de connexion. En quelques secondes, j'ai accédé à la section paiement, supprimé le mode de paiement et cliqué point soumettre en hésitation. Ensuite, il y a eu la facture d'eau, même histoire. J'ai annulé le prélèvement automatique, supprimant mes informations de débit avec une satisfaction morose. Je ne partais pas simplement, je m'extirpais chirurgicalement de chaque veine qui maintenait ce foyer en vie. Netflix était le suivant. J'ai failli rire en voyant les noms des profils, papa, maman, et même un intitulé, soirée cinéma en famille, une blague, vu qu'on n'en avait pas eu depuis près de 10 ans. Supprimer le compte. Plus de services internet. Plus d'options de forfait mobile. Mon compte Amazon Prime personnel s'est déconnecté de l'adresse partagée. Chaque clic n'était pas une vengeance, c'était une question de survie. C'était la vérité qui se manifestait par l'action. Au bout d'une heure, j'ai écarté l'ordinateur portable et sorti un bloc-notes jaune du tiroir de la table de nuit. J'ai noté tout ce que j'avais débranché, chaque service, chaque gel programmé pour se déclencher au lever du soleil. J'avais besoin de le voir à l'encre, le décompte final de tout ce qu'ils avaient tenu pour acquis. Alors que je griffonnais le dernier élément, une vague de vieux souvenirs indésirables m'a submergé, des nuits tardives au bureau, à rassembler des heures supplémentaires pour couvrir des factures de chauffage surprises, des vacances que j'ai annulées pour que Vera puisse remplacer son alternateur, des anniversaires que j'ai sautés parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus important dont ils avaient besoin de ma part. Je serrai le stylo plus fort, forçant ma main à se stabiliser. Il ne s'agissait pas de les punir, mais de refuser d'être leur filet de sécurité. En parcourant mon application bancaire, j'ai retrouvé le compte d'épargne d'urgence que j'avais ouvert il y a des années, à l'époque où je pensais qu'il était judicieux d'éviter que notre famille ne connaisse un autre hiver sans chauffage ni un été sans électricité. Mon nom était inscrit en premier sur le compte, mais je l'avais rendu accessible à eux aussi parce que nous sommes de la famille. J'ai tapé geler le compte temporairement en pas de retrait, pas de virement. Il leur faudrait des semaines de paperasse et de signature pour débloquer l'argent. À ce moment-là, je serais parti depuis longtemps. L'écran de confirmation clignota et un nœud dans ma poitrine commença enfin à se dissiper. Je leur avais tout donné, argent, temps, loyauté, chance. Ce soir, pour la première fois, je me choisissais. Une nouvelle notification par email est apparue de Tyler, mon cousin. Il avait envoyé un mème représentant un chien de dessin animé assis dans une pièce en feu, disant « Tout va bien ». Pas de mots, juste ça. J'ai laissé échapper un rire sans humour. Tyler, malgré tous ses défauts, savait toujours quand quelque chose n'allait pas. J'ai hésité à répondre, mais j'ai renoncé. Je ne voulais pas l'entraîner dans cette histoire, il était de la famille par le sang, mais il n'était pas impliqué dans ce déclin. Il fallait que certains ponts soient coupés sans témoin. Au lieu de cela, j'ai ouvert un brouillon de mail vierge et j'ai tapé une ligne d'objet en trait mécanique, vous m'avez demandé de partir, et maintenant mon soutien aussi. Je fixais le curseur clignotant. Mes doigts planaient au-dessus envoyés, le cœur battant la chamade une fois, 2 fois. Puis j'ai fermé l'onglet. Il ne méritait pas d'explication, il méritait le silence qu'il m'avait offert ce soir. L'horloge de mon ordinateur portable s'est mise à un H57 du matin, la maison grinça et se tint, et quelque part en bas, une bouteille tinta contre l'évier. J'imaginais Vera serrant son vin contre moi, regardant des rediffusions comme si de rien n'était. Je vérifiais chaque annulation, chaque blocage, chaque déconnexion programmée au lever du soleil impeccable, net, irréversible. Demain, quand Cullen allumerait la lumière ou essaierait de faire chauffer son café au micro-ondes, il n'y aurait plus d'électricité. Quand Vera irait payer ses courses avec la carte commune, elle serait refusée. Quand Internet serait coupé en plein milieu d'un épisode, il le saurait. Il le sentirait. Je n'ai ni souri ni pleuré, je me sentais simplement vide.
Mais c'était le genre de vide qui promettait que quelque chose de mieux le comblerait avec le temps. À 2 heures du matin, j'y ai fermé l'ordinateur portable avec un léger clic et me suis adossé à ma chaise, fixant les ombres qui dansaient au plafond. Mon sac était prêt. Ma voiture, garée à 2 pâtés de maison pour éviter tout soupçon, était prête. Demain, je quitterai cette ville, cette coquille délabrée d'obligations et de ressentiments. Demain, il se réveillerait dans une vie sans la fille à laquelle il n'avait jamais pensé à 2 fois. Le pique-assiette est redevenu un membre de la famille lorsque le Wi-Fi a cessé de fonctionner. Autre dingo, un texto de Keulen, tu regretteras d'avoir abandonné ta famille. Pas de chaleur, pas de confusion, juste de la rage. J'ai coupé le son du téléphone et l'ai posé sur la table de nuit. Nora est entrée dans le salon en traînant les pieds avec 2 tasses de café, vêtue d'un sweat à capuche trop grand et les cheveux en bataille après une longue nuit de sommeil. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste tendu une tasse et s'est assise par terre à côté du lit. Après une longue gorgée, elle a dit, on dirait qu'on vient de t'annoncer que ton ticket de loterie gagnant est périmé. J'ai laissé échapper un rire sans humour. Il panique, ai-je simplement dit. Nora appuya la tête contre le mur, les genoux contre sa poitrine. Bien, dit-elle d'une voix calme. Parfois, se sauver n'est pas une trahison, c'est une question de survie. Nous sommes restés assis un moment, écoutant le faible grondement d'un camion poubelle dans la rue. Plus tard dans l'après-midi, je me suis rendu avec Nora à un événement communautaire à l'église locale, un simple festival d'automne avec tartes, citrouilles et stands de bougies artisanales. La vie de petite ville dans tout son charme prévisible. Je suis resté près des abords, vacant à mes occupations, mais il n'a pas fallu longtemps pour que des murmures parviennent à mes oreilles. Keulen était là, debout près du stand de pêche aux pommes, la voix juste assez haute pour attirer l'attention. Je n'ai pas eu besoin de m'approcher pour l'entendre, ma fille nous a abandonnés, a-t-il aboyé, après tout ce qu'on a sacrifié pour elle. Les enfants d'aujourd'hui, ni loyauté, ni gratitude. Les têtes se tournèrent. Certains hochèrent la tête avec sympathie, mais d'autres échangèrent des regards sceptiques. Ce n'était pas la première fois que Keulen laissait son linge sale à la poubelle en public, et les gens se souvenaient de certaines choses. Nora me poussa doucement du coude. « Vas-y » murmura-t-elle. Je ne m'étais pas rendu compte que je m'approchais de lui. Je me suis arrêté, j'ai forcé mon souffle, je l'ai laissé fulminer, jouer les victimes. Je ne leur devais pas de public. Au lieu de cela, j'ai flâné entre les cabines, laissant filer des bribes de conversation, sa fille n'avait-elle pas payé leur facture pendant des années? N'est-ce pas elle qui est restée à la maison pour aider maman quand elle est tombée malade? C'est drôle comme maintenant, c'est elle la méchante. Le vent tournait, lentement, comme un courant invisible échappant au contrôle de mes parents. Keulen et Vera pouvaient raconter leurs histoires, mais de véritables fissures commençaient à apparaître, et la ville avait une longue mémoire. Plus tard dans la soirée, de retour chez Nora, j'ai parcouru les nouvelles. Des amis m'avaient envoyé des photos de la maison par SMS, la lumière du porche éteinte, les journaux non ramassés qui s'accumulaient, un mot disant que Keulen s'était disputé avec le représentant de la compagnie d'électricité devant les voisins. Ils n'avaient pas honte de la façon dont ils m'avaient traité, ils avaient juste honte de ne plus pouvoir le cacher. Alors que le soleil se couchait sur les toits familiers, projetant de longues ombres violettes sur les rues désertes, je me tenais à la fenêtre de Nora et regardais la ville s'enfoncer dans la nuit. Non loin d'ici, la maison qui autrefois sapait toute ma patience et tout mon amour sombrait dans l'obscurité. Cette fois, je ne me suis pas précipité pour la sauver. La maison sombrait dans l'obscurité, et une partie de moi aussi. Pourtant, alors que la nuit se prolongeait, le monde extérieur continuait de bouger. Les gens allaient travailler. Les chiens aboyaient après le facteur. Les enfants riaient à l'arrêt du bus scolaire. La vie ne s'était pas arrêtée simplement parce que la mienne avait été ouverte. 3 jours se sont écoulés dans un brouillard, à essayer de reconstruire une nouvelle normalité. Je me suis plongé dans les tâches, rangé les documents éparpillés sur la table de cuisine de Nora, nettoyé la salle de bain que nous partagions, peaufiné mon CV pour la 100e fois. Tout pour m'occuper, tout pour ne pas y penser, mais l'esprit était tu. C'était en milieu de matinée quand mon téléphone a vibré à nouveau, cette vibration familière qui faisait battre mon cœur à tout rompre. J'ai failli ne pas le consulter. Presque. Le message venait de Vera, après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Papa est en mauvaise santé. Il n'a pas mangé depuis 2 jours. Debout au centre du petit salon, le téléphone lourd dans la main, l'estomac noué, la culpabilité m'envahit. Rapidement, la culpabilité me rongeait,
comme si elle attendait sous la surface. Je m'affaissai sur le canapé usé, lisant les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Des images surgissaient sans que je les y invite, des fêtes d'anniversaire avec des gâteaux faits maison, des discussions nocturnes dans le salon, des rires autour de dindes brûlées pour Thanksgiving, des souvenirs qui ne correspondaient pas à la réalité des dernières années, mais qui semblaient douloureusement réels à cet instant. Et s'ils souffraient vraiment? Et si je les punissais trop durement? La culpabilité s'est intensifiée à mesure que la journée avançait. Le message de Vera ne s'est pas arrêté là. Les appels ont commencé à affluer, des parents éloignés à qui je parlais à peine avaient soudain droit à leur avis. « Tu sais que le cœur de ton père n'est pas fort », dit la voix rauque de tante Marcie sur un message vocal. « Pense à ta mère », insistait le texto d'oncle Phil. « Elle est fragile. Ça pourrait la tuer. » Chaque message fragilisait un peu plus ma résolution, peut-être que j'étais sans cœur, peut-être que j'étais le méchant dans cette histoire. Mon téléphone vibra à nouveau, un message de Tyler, bref et brutal. Papa a dit à maman de simuler des douleurs à la poitrine si te culpabiliser ne fonctionne pas. Je fixais l'écran, le poids de cette phrase me coupant le souffle. Voilà donc le plan, pas de réparation, pas de compréhension, pas de responsabilité, juste une arnaque de plus. Ce n'est pas moi qui leur ai manqué, ce que je pouvais faire pour eux leur a manqué. Engourdi, je jetai le téléphone sur la table basse et me recroquevillai sur le canapé. Le soleil se déplaçait sur le sol, traçant des lignes dorées sur le tapis d'occasion de Nora au fil des heures. Je laissai le poids peser sur moi, sans y résister cette fois. Des années de courbettes, de sacrifices silencieux, de dons incessants, espérant ainsi obtenir une place à une table qui n'a jamais vraiment été la mienne. Ce n'était plus de la tristesse. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce que Nora rentre de sa garde à la clinique, ses baskets grinçant sur le parquet. « Ça va ?» demanda-t-elle en laissant tomber son sac près de la porte. J'ai hoché la tête une fois, lentement, parce que c'était enfin le cas. Après sa disparition dans la cuisine, j'ai pris mon téléphone et parcouru mes contacts, Cullen, Vera, tante Marcie, oncle Phil, tous les cousins et parents éloignés qui m'avaient appelé pour me gronder, sans jamais me demander comment j'allais. Un par un, j'ai appuyé sur « Supprimer ». Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas pleuré. J'ai tout simplement effacé. Quand j'ai eu fini, j'ai ouvert les paramètres et bloqué tous les numéros liés à cette maison, à cette vie, à ce faux sentiment d'appartenance. Ce n'était pas un acte de colère, c'était un acte de miséricorde envers moi-même. J'ai posé le téléphone face cachée sur la table et me suis adossé, respirant profondément pour ce qui semblait être la première fois depuis des années. Demain viendrait, et avec lui de nouvelles batailles. Je n'étais pas assez naïf pour croire que les coupés mettraient fin à la guerre, mais ce soir, j'en avais gagné une petite. Quand j'ai raccroché après avoir bloqué tous les numéros, je m'attendais à ce que le chaos disparaisse de ma vie comme un lourd manteau. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un silence étrange, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Les premiers jours se sont déroulés sans incident. J'ai occupé mon temps à aider Nora à réaménager son appartement, à postuler à des emplois dans les villes voisines, et même à nous préparer à dîner de petits gestes pour retrouver une certaine normalité. Je me suis dit que peut-être seulement j'avais échappé aux ravages qu'ils avaient tenté de laisser dans mon cœur. Et puis ça a recommencé. C'était jeudi matin, juste au moment où le froid automnal commençait à s'infiltrer par les fenêtres. Je sirotais un café léger dans l'une des tasses ébréchées de Nora lorsque mon téléphone a vibré sur la table. J'ai d'abord cru à un nouveau refus d'embauche. C'était plutôt un message de Carrie, une ancienne collègue. « Et, tu as vu ce que ton père a posté ?» Curieux, j'ai cliqué sur le lien. Il était là, éclaboussé sur le groupe Facebook de la ville comme une plaie purulente, les mots de Cullen brûlaient mon écran. Certaines filles sont élevées dans la gratitude, d'autres se transforment en serpents. Après tous nos sacrifices, notre fille nous a laissés malades, affamés, abandonnés. Priez pour nous. Le message avait déjà plus d'une centaine de commentaires, certains offrant des prières, d'autres lançant des jugements comme des pierres. Enfants ingrats. Les parents vous donnent la vie et vous crachez sur eux. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle était bien, puis ça. Pendant un instant, ma main trembla si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Nora jeta un coup d'œil depuis le comptoir de la cuisine, les sourcils froncés. « Mauvais ?» demanda-t-elle. Je ne pouvais qu'acquiescer, pressant le téléphone contre ma poitrine comme si cela pouvait arrêter la douleur qui montait en moi. À midi, l'incendie s'était propagé. Des captures d'écran ont inondé ma boîte mail,
provenant d'amis qui se souciaient encore de moi et m'ont alerté. Des voisins, des cousins éloignés, et même d'anciens professeurs, me racontaient qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose clochait chez cette fille. Nora s'assit en face de moi, la voix d'un calme féroce. Ils écrivent ton histoire à ta place. Vas-tu vraiment les laisser faire? Je la fixai du regard, les mots s'enfonçant plus profondément que je ne voulais l'admettre. Non, pas cette fois. J'ai éteint mon téléphone et me suis tourné vers le tiroir où je gardais le dossier, mon assurance, ma vérité. À l'intérieur se trouvait un dossier soigneusement conservé, des années de reçus, de captures d'écran, de mails, de relevés bancaires, la preuve des milliers de dollars que j'avais injectés dans cette maison, dans ces personnes, sans jamais exiger de gratitude. Ils avaient oublié le prix, car ils ne l'avaient jamais payé. Mais moi, si. J'ai passé les heures suivantes à scanner des documents, à classer des dossiers où chaque reçu était un souvenir, chaque souvenir une lame tranchant toute pitié que j'aurais pu ressentir. Le soir venu, j'avais constitué un arsenal ou une forteresse de preuves impeccables et inattaquables. Nora jeta un coup d'œil dans la pièce. Tu vas le publier? J'ai levé les yeux de l'ordinateur. Pas encore, ai-je dit. Laissons-les parler encore un peu. Qu'ils montrent à tout le monde qui ils sont vraiment. Parce que je ne me précipitais pas au combat avec une colère aveugle. Je ne frappais pas sauvagement comme un animal blessé. J'étais désormais patient, stratégique. La petite ville prospérait grâce au ragot, mais elle s'effondrait aussi rapidement lorsque la vérité faisait surface. Il ne me restait plus qu'à attendre la bonne faille dans leur façade, le moment où leur mensonge deviendrait trop lourd pour tenir. Et quand ce moment viendrait, je n'aurais pas besoin de dire grand-chose. Juste la vérité. Cette nuit-là, alors que Nora et moi mangions les restes de spaghettis sur le canapé, elle a levé sa fourchette comme pour porter un toast. À la survie, dit-elle. J'ai souri faiblement et j'ai levé ma fourchette en retour. À ne jamais m'excuser de m'être sauvé. Plus tard, allongé dans le silence de la chambre d'amis, je me suis repassé les mots de Cullen dans ma tête, certaines filles sont élevées pour être reconnaissantes. Il avait raison, d'une certaine manière. J'avais été reconnaissante même lorsqu'il m'avait affamé émotionnellement, épuisé financièrement, effacé en tant que personne. Mais plus maintenant. Au moment où je m'endormais, je ne me contentais pas de survivre à leurs mensonges. J'étais sur le point de les enterrer sous la vérité qu'ils pensaient que je n'oserais jamais dire. Des larmes me piquèrent les yeux, mais je les chassai des yeux. J'acquiesçai en murmurant un « merci » doux, trop léger pour le poids qu'il portait. Debout, au cœur de la communauté où j'avais été autrefois invisible, j'ai réalisé quelque chose avec une clarté si vive que j'en ai presque souffert, la honte n'a jamais été la mienne. Elle leur avait toujours appartenu. Alors que l'après-midi laissait place au soir, la place s'illuminait de guirlandes lumineuses et l'odeur du maïs grillé emplissait l'air. Les enfants riaient, la musique jouait, et pour une fois, je ne me sentais plus comme un étranger tapis en marge. J'appartenais désormais à moi-même. Plus tard dans la soirée, tandis que des feux d'artifice explosaient au-dessus de la pelouse du palais de justice, éclatant de rouge et d'or, je restais immobile, la tête renversée, à regarder le ciel se déchirer de couleurs. Une voix douce me murmurait, parfois, les plus belles lueurs n'arrivent qu'après les plus sombres tempêtes. Et cette fois, je ne fuyais pas les décombres. Je m'en relevais. L'odeur des feuilles brûlées flottait dans l'air tandis que j'étais adossé à l'encadrement de la fenêtre de l'appartement de Nora, observant la petite ville s'installer dans une nouvelle fraîche soirée d'automne. La vie dehors semblait intacte, inconscient que la mienne était au bord d'un nouveau champ de bataille. 2 jours s'étaient écoulés depuis que j'avais publié la vérité. Je m'étais presque laissé croire que c'était fini, que peut-être, juste peut-être, le silence serait le dernier mot entre nous. Puis on a frappé à la porte. Ce n'était ni frénétique ni violent, juste un coup poli, presque gêné. Je jetai un coup d'œil à Nora, qui regardait par-dessus sa tasse de café, les sourcils froncés. Traversant le petit salon, j'ouvris la porte et trouvai un officier en uniforme debout, tenant une grande enveloppe en papier craft. « Mademoiselle Anne Marin » demanda-t-il d'une voix neutre. « Oui » répondis-je, un nœud se formant déjà dans mon estomac. Il lui tendit l'enveloppe. « Vous avez été saisi d'une plainte au civil. Pour toute question, les coordonnées sont indiquées à l'intérieur. » Je le remerciai machinalement, fermai la porte avec un léger clic et fixai l'enveloppe comme si elle allait mordre. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir de qui elle venait. Assis à la table de la cuisine, je glissai mon doigt sous le rabat et dépliai les papiers. Cullen avait porté plainte contre moi.
Les accusations auraient été risibles, si elles n'avaient pas été aussi cruelles: vol, maltraitance psychologique envers les aînés, abandon financier. C'était une colère déguisée en jargon juridique. Nora lut par-dessus mon épaule et murmura: incroyable. Ils essaient de te détruire parce que tu es parti. L'espace d'un instant, cette vieille culpabilité familière s'est enflammée, brûlante et aiguë, comme une blessure rouverte. La même voix qui me hantait depuis l'enfance murmurait: tu en fais peut-être trop. Tu aurais peut-être dû te taire. Mais cette voix avait perdu son pouvoir. Au lieu de m'évanouir, j'inspirais lentement, sentant le sol solide de la vérité sous mes pieds. Pas cette fois, dis-je à voix haute en me levant. J'en ai assez de m'excuser de m'être sauvé. À midi, j'étais au téléphone avec un bureau d'aide juridique de Columbus. Je leur ai tout expliqué méthodiquement, puis j'ai calmement transmis les preuves que j'avais déjà rassemblées, chaque paiement, chaque reçu, chaque acte de soutien documenté. Ils m'ont écouté, m'ont posé des questions précises, puis m'ont assuré qu'ils m'aideraient à rédiger une contre-plainte si nécessaire. Votre dossier est solide, a déclaré l'assistante juridique. Honnêtement, on dirait que c'est vous qui devriez porter plainte pour exploitation. Je ne voulais pas me venger. Je voulais retrouver ma vie. Cet après-midi-là, j'ai suivi leurs conseils et déposé ma propre plainte officielle, décrivant des années de manipulation financière sous la contrainte émotionnelle. Il s'est avéré que la maltraitance des personnes âgées était réciproque, les enfants adultes étaient instrumentalisés pour obtenir du travail et de l'argent sous la menace de la culpabilité. La réaction fut rapide. Vera appela la première, la voix tremblante d'un chagrin artificiel. Anne, s'il te plaît, tu déchires cette famille. On ne voulait que ton bien. Tu exagères. Tu sais que ton père ne va pas bien. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, le texto de Cullen arrivait, une ultime flèche empoisonnée: tu crois avoir gagné. La famille a toujours le dernier mot. Je l'ai contemplé un long moment, les mots devenant flous tandis que la colère et la pitié s'affrontaient en moi. Puis j'ai ouvert le petit tiroir à côté de mon lit. Dans un coin, soigneusement enveloppé dans du papier de soie, se trouvait la minuscule décoration de gâteau en plastique que je m'étais offerte pour mon dernier anniversaire, celui qu'ils avaient transformé en fête d'expulsion. Une simple bougie, un souvenir brisé. Je le retournai dans ma main, ressentant l'absurdité de voir combien d'espoir avait pu être contenu dans un objet si petit et dénué de sens. La famille, ce n'est pas la personne avec qui on est, murmurai-je dans le silence de la pièce. C'est la personne qui vous traite comme si vous comptiez. 2 jours plus tard, je me retrouvais devant le commissariat, papier à la main, entouré d'un bénévole du bureau d'aide. Le bâtiment était gris et carré, au pas plus imposant qu'un bureau de poste, et pourtant, le poids de ce qu'il représentait pesait lourd sur mes épaules. À l'intérieur, Cullen était assis, raide, à une table en bois cabossée, Vera à ses côtés, les mains tordant la bandoulière de son sac à main. Il semblait plus petit que dans mon souvenir, plus en colère, plus faible. Un officier m'a calmement expliqué que s'il poursuivait les fausses accusations, il pourrait être poursuivi pour diffamation et abus financiers, des accusations qui pourraient tenir la route avec les preuves que je détenais. Le visage de Cullen prit une teinte rouge inquiétante. Il repoussa sa chaise et la fit claquer contre le sol. C'est une chasse aux sorcières, lança-t-il à l'agent. Elle manipule tout le monde. Personne ne répondit. Vera s'effondra sur son siège, sanglotant si fort que cela résonna contre les murs en parpaing. Je n'ai pas bronché. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Alors qu'il sortait en trombe, l'agent s'est tourné vers moi et m'a dit doucement: vous avez bien fait. Ne laissez personne vous dire le contraire. Dehors, le soleil brillait d'une éclatante intensité dans le ciel frais d'automne. Je restai là un instant, laissant la lumière pénétrer ma peau. Le palais de justice se dressait derrière moi, la ville s'étendant devant moi. L'air était frais, comme si les fins et les commencements s'entremêlaient. À chaque pas qui m'éloignait de ce bâtiment, le poids que je portais depuis des décennies s'allégeait un peu plus. Plus d'explications, plus de culpabilité, plus d'excuses. Alors que je traversais le parking, une rafale de vent souleva des feuilles mortes et les fit tourbillonner autour de mes bottes, comme si le monde lui-même balayait les derniers vestiges d'une vie qui ne m'appartenait plus. Le palais de justice est devenu plus petit dans mon rétroviseur alors que je m'engageais sur la route principale, les fenêtres baissées, laissant l'air frais de l'automne traverser la voiture comme un baptême. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre, mon cœur n'avait plus l'impression de traîner un rocher derrière lui. Fini le téléphone vibrant de messages vocaux empreints de culpabilité,
Les SMS exigeant des excuses que je ne devais pas, fini de me déchirer pour tenter de reconstituer une famille qui ne m'avait jamais vraiment incluse. J'étais libre. Mais la liberté, je m'en suis rendu compte, était plus silencieuse que je ne l'aurais cru. J'ai passé les jours suivants dans l'appartement de Nora, à vaquer aux petites routines de la vie, faire du café, plier le linge, aller au magasin du coin acheter du lait, des choses ordinaires faites sans regarder par-dessus mon épaule, sans attendre que quelqu'un aboie un ordre, me lance une facture ou me rappelle que je leur devais d'exister. Cela me semblait étranger et précieux. Un matin, assis à la petite table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, je suis tombé sur une annonce pour un petit appartement à louer en centre-ville. Rien d'extraordinaire, un vieil immeuble en briques avec des planchers qui grinçaient et des fenêtres qui laissaient passer les courants d'air, mais il était à moi si je le voulais. Pour une fois, je l'ai voulu. À midi, j'avais signé le bail. Je n'en ai parlé à personne, sauf à Nora. Elle a souri et m'a tendu une tasse à café ébréché pour trinquer. À un nouveau départ, a-t-elle dit simplement. Pour enfin me choisir moi-même, ai-je ajouté. Les semaines suivantes se sont succédées dans un rythme doux et doré. J'ai acheté des meubles d'occasion pièce par pièce, un canapé au coussin décoloré par le soleil, une table de cuisine bancale que quelqu'un avait adorée avant moi. J'ai peint les murs en bleu pâle, la couleur du ciel ouvert et des respirations profondes. Le soir, je m'asseyais près de l'unique fenêtre du salon, regardant les lumières de la ville s'allumer et s'éteindre comme des étoiles lointaines. Entre deux respirations, je réalisais que le silence ne me semblait plus vide. Il me semblait mérité. Un samedi, en déballant un dernier carton, je l'ai trouvé caché au fond, une relique d'une autre vie, la minuscule décoration de gâteau en plastique de l'anniversaire qui avait tout mis fin à ma vie. Je l'ai tenu dans ma main, le soleil de fin d'après-midi reflétant son bord plié et bon marché. Ça ne me faisait plus mal de le regarder. Ce n'était plus un rappel de ce que j'avais perdu, mais la preuve de ce à quoi j'avais survécu. Je l'ai posé sur une étagère au-dessus de mon bureau, un petit trophée personnel. Non pas pour honorer ceux qui m'ont blessé, mais pour honorer la fille qui ne s'est pas laissée détruire. Quelque temps plus tard, une carte s'est glissée sous ma porte, sans adresse de retour. À l'intérieur, un court mot écrit à la main, « Tu n'as jamais été le problème, certaines personnes ont juste peur de ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. » Je n'ai jamais su qui me l'avait envoyé. Je n'en avais pas besoin, car je savais déjà la vérité, la famille ne se gagne pas par sacrifice. C'est quelque chose qu'on nous donne gratuitement, ou pas du tout. Et en leur absence, je construisais quelque chose qu'ils ne pourraient jamais me prendre, la paix, le respect de soi, une vie construite non par obligation, mais par choix. Cette nuit-là, alors que j'étais assis près de ma fenêtre et que les lumières de la ville brillaient doucement en dessous, j'ai souri et murmuré les mots que j'avais attendus toute ma vie pour croire. Je suis suffisant. Parfois, quitter ceux qui vous ont élevé est le seul moyen de devenir la personne que vous étiez censé être. Le sang nous unit peut-être, mais le respect, la confiance et la gentillesse sont ce qui fait une vraie famille.